Bonjour François Héran. Bonjour. Alors, Edoui Plenel vous a qualifié comme le plus grand spécialiste français sur des questions migratoires. Du coup, je vais reprendre de cette nomination. Vous êtes également auteur de plusieurs livres sur les questions migratoires et vous avez été professeur au Collège de France. Donc vous avez donné votre leçon de clôture l'an dernier, en 2025, intitulée « Face à l'immigration, le savant et le politique ». Aujourd'hui, vous êtes à Orléans, au lycée Jean Zay, pour une conférence sur le fact-checking, vaste sujet, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que finalement, le fact-checking ne suffit plus face aux discours politiques et qui se veulent aussi moraux. Mais avant d'attaquer par ça, je voulais vous poser une question parce que je trouvais ça intéressant. Vous avez dit que vous n'étiez ni pour ni contre l'immigration, mais que vous étiez avec. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que veut dire cette prise de position ? Alors, dire que on n'est ni pour ni contre, mais qu'on est avec, ça veut d'abord dire qu'on ne peut pas faire sans. C'est ça le principal message. Et j'insiste beaucoup sur le fait que la migration internationale, c'est une tendance lourde. C'est un mouvement de fond qu'on observe dans le monde entier. J'aime bien citer ces chiffres depuis l'an 2000. Augmentation de 74% de l'immigration, du nombre des immigrés dans le monde. 50% en France, qui est beaucoup, mais beaucoup moins que dans l'ensemble du monde occidental, où on est aux alentours d'un doublement de plus de 100%. Et donc, il y a quelque chose, je trouve, pour dire les choses rapidement, de façon un peu abrupte, quelque chose de très naïf, dans l'idée qu'un mouvement d'une telle ampleur, on va pouvoir le diminuer drastiquement, qu'on va pouvoir inverser la courbe, qu'il suffit d'un peu de volonté politique, d'être fermement ferme pour arriver à renverser la situation. Je crois que non, il faut qu'on s'adapte aussi, qu'on se fasse à l'idée qu'il faudra faire avec et que l'immigration, c'est en fait une composante ordinaire, banale de la société. Oui, un fait banal, et vous avez cité, je vous ai beaucoup écouté pour préparer cette interview, mais de manière générale, je vous écoute beaucoup, notamment vous avez pris la parole lors de la loi immigration de 2024, à France Inter et d'autres. Finalement, on s'est retrouvé, vous avez été amené à fact-checker en direct des discours qui étaient tenus par les politiciens, je pense Bruno Retailleau pour citer celui-là, mais pas que, hein. On a également Emmanuel Macron qui a un discours qui a beaucoup changé sur les questions migratoires entre son premier mandat et son second mandat. Gérald Darmanin, enfin on va pas tous les faire, et puis on peut citer également l'extrême droite, hein. Je pense qu'on peut pas passer à côté de ça, et en fait ce qui choque, en fait, ce qui surprend, c'est, pour rester sur Bruno Retailleau, c'est qu'ils disent « vous avez votre réalité chiffrée, moi j'ai la mienne, moi j'ai ma réalité ». Et comment est-ce qu'on réagit, comment est-ce qu'on peut réagir à des discours comme ça, alors que tout est là sous les yeux, les chiffres, les démonstrations, comment on fait ? Et alors vous avez une déclaration très régulière d'Éric Zemmour qui est « j'ai d'autres chiffres ». Oui. Et non, je pense qu'en réalité, il y a quand même des fondamentaux, des chiffres de base, qui sont quand même rassemblés par des milliers et des milliers de personnes à travers le monde, hein, tous les services statistiques de l'ensemble des 27 pays européens, des 37 pays de l'OCDE, les démographes des Nations Unies, de la division de la population des Nations Unies, ça fait quand même beaucoup de monde. Ils convergent tous, c'est ça qui est intéressant, c'est que cette pluralité d'analyses chiffrées, ça aboutit à une convergence vraiment tout à fait considérable dans la façon dont les pays se classent par rapport à l'importance de l'immigration. Je prends juste un exemple. Quand vous regardez la proportion d'immigrés dans la population, qui est le meilleur indicateur qui soit, parce que c'est la résultante de tout, c'est la résultante des entrées, mais c'est aussi la résultante des sorties et des décès, car on oublie, les immigrants meurent aussi. Et quand on prend ce chiffre-là et qu'on regarde tous les pays du monde qui ont moins 12% d'immigrés,
et c'est les pays du Golfe qui arrivent en tête de très loin, puis les pays du Commonwealth, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, les États-Unis suivent. Et ensuite, quand on regarde toute l'Europe, il y a une très grande dispersion, et nous sommes au 17e rang des pays européens. Et évidemment, ça c'est totalement contraire au discours public, au discours prononcé notamment par quelqu'un comme Retailleau, consistant à dire « nous sommes formidablement attractifs, nous sommes un des pays les plus attractifs en Europe, nous avons une protection sociale beaucoup trop généreuse qui agit comme un aimant, c'est la théorie de l'appel d'air. Hein. Oui. Et si c'était vrai, si nous étions vraiment si attractifs que ça, si nous étions si généreux que ça, nous devrions être en tête des pays européens, n'est-ce pas ? Or, nous ne sommes pas en tête, nous sommes plutôt vers le bas du tableau, et souvent pas très loin des pays d'Europe orientale ou d'Europe centrale, qui, eux, n'avaient pas été habitués à l'immigration à cause de 40 ans de communisme. Donc ça, ce sont des faits solides qui sont corroborés par aussi bien l'OCDE, la Division de la population des Nations Unies, Eurostat. Et ce qui est étonnant, c'est que le ministre de l'Intérieur, quand c'était Retailleau, prétendait qu'on occupait le haut du tableau, qu'il fallait absolument qu'on redescende, alors qu'on y est déjà en bas. Mais ses propres services, dans ses propres rapports, publiaient les chiffres de l'OCDE ou des Nations Unies. Et donc, il ignorait les chiffres que son ministère produisait. Et ça m'a... Alors, est-ce qu'il les ignorait ? Est-ce qu'il a voulu les ignorer ? Est-ce qu'il se replie juste sur un conseil en communication qui lui dit « mais écoutez, il vaut mieux dire ceci, cela ». Je pense, ce n'est pas une découverte, hein, qu'en ces matières, les politiques poursuivent leur intérêt, ont une rhétorique complètement conforme à leur vision des choses, et en réalité se moquent de la réalité, enfin se moquent de la vérité, se moquent du réel. Ouais. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour, lorsqu'on est face à un tel mur de la contestation, comment est-ce qu'on fait pour réagir, répliquer, parce que concrètement, si on avance des faits et qu'on nous avance des croyances, on est sur, Je pense qu'il y a un double fact-checking à faire, un fact-checking statistique, vérifier la réalité de données, mais aussi un fact-checking juridique. Et c'est lié parce qu'une partie importante de la migration est liée au droit, hein, peut-être que la majorité même des migrants qui entrent en France ou en Europe le font parce qu'ils en ont le droit. Et donc il faut qu'on regarde de près aussi l'aspect juridique qui n'est pas séparable de l'aspect statistique. Et je prends un exemple qui est le fameux article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui autorise sous certaines conditions le regroupement familial. S'il est avéré que les gens ont beaucoup de liens avec le pays d'accueil, il serait disproportionné de refuser ce regroupement. Bon, c'est l'article qui est complètement pris pour cible par la droite dure, la droite identitaire, mais aussi une droite de gouvernement. Et en réalité, quand on prend la peine d'aller regarder la jurisprudence de l'article 8, on s'aperçoit que non, très souvent, la Cour de Strasbourg prend parti pour les États et pas pour les personnes, qu'elle met en balance plusieurs principes, la souveraineté des États et la liberté de regroupement. Donc, il faut sans cesse se battre. Et votre question, c'était, mais est-ce qu'on peut se battre contre toutes ces contre-vérités ? Moi, je persévère. Je considère que le débat peut paraître un peu désespéré. Une soirée sur une chaîne d'information continue, ça peut faire 300 000 ou 800 000 personnes. Et moi, avec un essai comme Immigration, le grand déni, j'arrive à 10 000 exemplaires, c'est déjà formidable pour une publication. Mais, si vous voulez, ce qui me frappe, c'est que quand même, j'ai le sentiment, sans du tout vouloir surestimer mon influence, il y a de plus en plus de parlementaires qui m'écoutent. Par exemple, lors de la préparation de la loi Darmanin, j'avais fait le décompte, à peu près 60 parlementaires m'ont invité, m'ont écouté, ont lu mon livre, etc. Et de temps en temps, certains de mes arguments, par exemple le fait qu'il faut compter les chiffres en proportion et pas en chiffres absolus, parce que ça ne veut rien dire, etc., eh bien, je les entends repris dans le débat parlementaire. Alors certes,
c'est la droite qui est majoritaire. Et donc je ne surestime pas, mais voilà, il y a une petite musique qui fait parfois directement référence à mes écrits. Bon, il faudrait qu'on soit plus nombreux, qu'on réagisse davantage. Je pense que les instituts statistiques font un énorme travail, mais ne peuvent évidemment pas, et là c'est un gros problème, ne peuvent pas entrer dans la bataille culturelle. Oui, Il y a une asymétrie là. Vous pouvez pas. Quelqu'un qui raconte une énormité sur les chiffres de l'INSEE, l'INSEE peut difficilement répondre, parce que l'INSEE est une des directions du ministère des Finances. Donc il y a une dissymétrie. C'est peut-être pas son rôle aussi. C'est pas son rôle. Et j'observe ce qu'on appelle la loi de Brandolini. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est un informaticien qui a découvert cette loi, c'est qu'il faut 10 fois plus d'énergie pour réfuter une sottise que pour la proférer. Alors sottise, je traduis gentiment, c'est bullshit en anglais. Hein. Donc quand quelqu'un par exemple dit on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, on dirait que c'est la sagesse des nations qui s'exprime, le bon sens, ça a une allure proverbiale très difficile à réfuter. Pour réfuter un propos comme celui-là, il faut ramer. Il faut 10 fois plus d'efforts que pour prononcer cette contre-vérité. Il faut expliquer que ce ne sont pas les pays les plus pauvres qui migrent le plus, que c'est plutôt les pays qui sont à mi-chemin du développement, etc. Enfin, il y a toute une argumentation et qu'il faut appuyer sur des données. Et donc, il y a une dissymétrie. Hein. Et quand je suis en débat, et ça m'est arrivé encore récemment, c'était pas facile avec quelqu'un du Rassemblement national, il a une capacité à aligner des poncifs et des contre-vérités en quelques phrases qui est phénoménale, et on n'a absolument pas le temps, vu les termes du débat, de répondre à chacun des arguments. C'est très très difficile. Donc il faut qu'on trouve un moyen, effectivement, d'intéresser quand même les gens à la vérité, sans passer toujours systématiquement par des démonstrations chiffrées. Ça me permet aussi de... Vous avez parlé de proportions et de chiffres absolus. En fait, je me suis rendu compte également que finalement, il y avait aussi... ceux qui se disent contre l'immigration utilisent également des chiffres. Alors, ce sont des chiffres, des vagues migratoires. Enfin, il y a des échelles de grandeur qu'ils utilisent aussi, qui sont très floues. Parfois, des fois qui sont rapportés à des choses qui n'ont absolument pas de sens. Je pense à un exemple que vous avez utilisé à plusieurs reprises, c'est Bruno Retailleau qui parlait de la présence de personnes immigrées sur le territoire français qui serait la population lyonnaise qui représente... Oui, voilà. Je m'explique là-dessus. Il évoquait le nombre de nouveaux immigrants que nous avons chaque année. C'est ça. Pendant un certain temps, il utilisait la ville de Toulouse. Il disait c'est l'équivalent de la ville de Toulouse. Et puis un an après, il est passé à la ville de Lyon. C'est l'équivalent de la ville de Lyon. Bon, 550 000 personnes. Et le problème, c'est que ça n'a aucun sens. Un démographe ne va jamais dire qu'il naît chaque année l'équivalent de l'agglomération nantaise, qu'il meurt chaque année l'équivalent de l'agglomération de Marseille. Ça n'a aucun sens dans la comparaison internationale et ça n'a aucun sens en proportion. Parce qu'en fait, le problème, c'est que personne ne sait intuitivement ce que représente la ville de Lyon par rapport à la population de la France. En réalité, c'est 0,8% de la population de la France. Donc, quand Retailleau dit, vous vous rendez compte, il y a l'équivalent de la ville de Lyon qui s'abat sur la France chaque année, ça veut dire qu'il y a 0,8% de personnes en plus chaque année. C'est comme dans une salle de 500 personnes, il y en a 3 ou 4 en plus. Voilà, c'est pas une invasion, mais tout le discours de Retailleau, et notamment ce discours où il commente les chiffres de l'immigration, évoque la ville de Lyon, c'est-à-dire remplace une vision objective de l'immigration par une vision comme ça subjective, parce que Lyon a l'impression de savoir ce que c'est. Eh bien, c'est un tour de passe-passe, c'est une manipulation. Et je pense que là, avec nos armes à nous, statisticiens, démographes, il faut que nous résistions. C'est-à-dire que, vous savez, on dit souvent, mais il faut que le chercheur reste dans la neutralité, il
Il faut qu'il soit impartial, sinon c'est du wokisme et des choses comme ça. Possible, ça. Voilà. Et bien moi je pense que non, il faut se jeter dans l'arène parce que les politiques eux-mêmes utilisent des arguments chiffrés. C'est eux qui font intrusion dans le domaine de la science et des chiffres. Et quand un politique prétend énoncer des vérités scientifiques, des vérités chiffrées, il entre sur mon terrain et moi j'ai pour devoir de réagir, je me dois de réagir. C'est lui qui fait intrusion dans mon terrain. Et donc, je pense qu'il faut répondre du tac au tac. Voilà, et donc c'est par des livres, par des interviews, par des interventions, des conférences, etc. C'est comme ça qu'on peut intervenir. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où on peut se dire que la cause est un peu désespérée. Mais c'est pas parce qu'une cause est désespérée qu'il faut renoncer à se... Oui, c'est pas parce qu'elle est désespérée qu'elle est perdue. Mais peut-être aussi que la lutte, elle va aussi sur présenter les choses autrement. Et en fait, c'est aussi c'est ce que j'ai. Alors, j'ai pas eu l'occasion de tomber dessus, de lire ce livre, mais il y a eu il y a quelques années un livre, un rapport qui a été publié, oui, avec votre collaboration entre l'INID et l'INSEE, qui s'appelle Théo. Et donc on a TO2 qui est en cours. Est-ce que ce serait pas aussi ça une des solutions? Alors c'est vrai que, j'explique, donc Théo c'est Trajectoire et Origine, il y a eu 2 enquêtes, il y a eu 2 éditions de l'enquête. Il y en a l'enquête a été faite en 2008-2009 et ensuite 2019-2020. C'est une enquête fondamentale parce que c'est l'alliance de la statistique publique, en l'occurrence l'INSEE, et la recherche publique, c'est-à-dire l'INED. Et c'est une alliance essentielle. Et c'est 20 000 personnes liées à l'immigration qui ont été interrogées, plus un échantillon témoin de personnes d'origine française. Donc c'est extrêmement solide. Et moi, je ne suis pas le responsable de l'enquête, je n'ai pas écrit l'enquête, mais j'étais directeur de l'INED à l'époque où le projet a été lancé, et donc j'ai défendu l'enquête auprès des autorités, auprès de la commission informatique et liberté, etc. Donc j'ai joué un rôle à ce niveau-là. Je voudrais insister sur un résultat qui, moi, me paraît fondamental de l'enquête TO2, c'est que pour la première fois, cette enquête a eu le droit de poser des questions, non seulement sur le pays de naissance de l'individu, sa première nationalité, non seulement sur le pays de naissance de ses parents, mais aussi des grands-parents. C'est-à-dire qu'on monte sur 3 générations. Et on est capable maintenant de dire que 31% de la population adulte vivant en France est liée à l'immigration sur 3 générations. Ça veut dire que 31% sont soit eux-mêmes immigrés, soit enfants d'1 ou 2 immigrés, soit enfants de 1, 2, 3 ou 4 immigrés. Et du coup, ça a des incidences énormes, parce que vous pouvez... les gens qui calculent le coût de l'immigration, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va calculer ce que coûte un tiers de la population aux 2 tiers restants. Là, ça devient complètement absurde, ça n'a plus aucun sens. Mais ce qui est merveilleux dans cette enquête, c'est qu'il y a un autre résultat, c'est qu'en même temps, le même échantillon nous apprend qu'il n'y a que 5 ou 6% des personnes qui ont leurs 4 grands-parents immigrés. Et il n'y a pas de contradiction entre les 5 ou 6% et les 31%. Ça veut dire qu'en réalité, dans l'intervalle, eh bien, il y a eu des unions mixtes, il y a eu un brassage des populations. Et du coup, les populations, globalement, ne se séparent pas, elles se rapprochent. Et ça, c'est pour moi fondamental. Quand on voit toutes les histoires sur le séparatisme, etc. Mais globalement, elles se rapprochent. Et là, ce que montrait l'enquête Théo, c'est un phénomène structurel, objectif. Au fil des générations, les populations se rapprochent. Et ça veut dire que, au fond, il va se passer en France, il se passe en France, la même chose que ce qu'on a observé aux États-Unis. On avait observé aux États-Unis que pendant longtemps, les Juifs, les catholiques, les Irlandais, les Polonais ne faisaient pas partie de l'identité américaine. Et maintenant, sauf quelques suprémacistes évidemment, personne ne doute qu'ils font partie de l'identité américaine. Mais chez nous, c'est la même chose. Et les personnes qui ont des noms de famille polonais, italiens, espagnols, turcs, mais maintenant arabes ou de l'Afrique de l'Ouest, etc., eh bien, ça va devenir quelque chose de banal. Et je dis, c'est une de mes idées forces tirées de l'enquête Théo,
que les minorités ne s'opposent pas à la majorité, que c'est la majorité qui elle-même va élargir ses contours, que les minorités vont se majoriser. Hein. Elles vont faire partie. Et c'est elles, à leur tour, c'est cet ensemble des majorités enrichies par les minorités qui vont accueillir les minorités suivantes. Hein. Et cette image-là fait que ça ruine la théorie du grand remplacement. Parce que la théorie du grand remplacement, ça consiste à faire des projections en figeant la frontière entre majorité et minorité. C'est ça, oui. Et ça, c'est une erreur, une lourde erreur. Je pense que alors, ça ne veut pas dire que tout ça va se faire naturellement. On a des données objectives, structurelles, comme je l'ai dit, les unions mixtes, qui montrent que c'est dans ces directions-là que la société va, mais évidemment, il y a des résistances culturelles très fortes, et la théorie du grand remplacement, ou bien Trump aux États-Unis, ça fait partie de ces combats d'arrière-garde très violents, mais à mon avis, des combats d'arrière-garde qui n'ont pas l'avenir pour eux. Finalement, ces réactances, ces comment dire, ces réticences, voilà, c'est ça. Est-ce que tout ça, ce serait pas le fruit comment dire, d'un imaginaire qui n'existerait pas dans la réalité en fait? Alors, je pense qu'il y a un rêve qu'ont certains, c'est l'idée d'une France immobile, d'une France millénaire, d'une France où la majorité blanche, etc., régnerait sans partage, se débarrasserait de l'immigration, etc. C'est un rêve totalement puéril. La France n'a jamais été immobile. Aucune nation européenne n'a été immobile. Toutes les nations européennes, mais depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, ont été... mes mélanges de populations secoués par des chocs incroyables, etc. Bon, donc le rêve d'une France immobile, d'une France millénaire, il y a un thème qui apparaît maintenant de plus en plus qui est « il faut assurer aux Français le droit à la continuité historique ». Alors le droit à la continuité historique, c'est la version chic du droit au non-remplacement. Oui. Hein. C'est-à-dire que, et là, il faut faire très attention dans tous les termes qu'on utilise. Il y a des façons vulgaires de parler du grand remplacement, c'est submersion, invasion, tsunami. Et puis il y a des versions très chic, frottées, où on enfile en quelque sorte le frac de la culture historique ou juridique pour dire le droit à la continuité historique. Mais c'est la même chose. Ce ne sont que des variantes du même fantasme d'une société immobile qui à mon avis, ce sont des combats d'arrière-garde, mais en même temps, c'est révélateur. Je pense que ces combats sont d'autant plus durs que justement l'intégration avance. C'est quand l'intégration avance, c'est quand les minorités prennent de plus en plus de place et entrent dans la majorité que les résistances sont les plus fortes. C'est souvent comme ça. Le racisme est d'autant plus fort que les minorités prennent de la place au centre même de la société. Bon, c'est une super conclusion. Merci François Héran. Mais merci beaucoup. Et bon courage.